Ce concept d'une sortie de la France de l'Union européenne que sont l'UPR et les Patriotes n'ont atteint la barre des 5% qui leur aurait permis d'envoyer des députés au Parlement européen. La question c'est quoi? C'est à la poubelle le concept du Frexit, c'est fini? Ah non, moi je continue à penser que de toute façon on y viendra, que le Frexit est souhaitable, nécessaire et même inexorable. Alors il est vrai que les scores de ces deux partis sont assez faméliques. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Moins de 2%. Voir que la somme des deux fait moins que le parti animaliste ou que Jean Lassalle, ça peut paraître assez décevant. Mais il y a des raisons d'être optimiste et il y a des raisons de l'être un petit peu moins. Les raisons d'être optimiste, c'est qu'il faut quand même considérer que développer un courant de pensée comme le souverainisme, ça prend normalement des décennies pour l'imposer dans l'opinion. Il faut d'abord le théoriser. Ça, c'est François Asselineau qui l'a fait pendant près de 15 ans, qui l'a documenté, théorisé. Et puis après, il faut passer à l'action. Florian Philippot le fait très très bien, en manifestant chaque semaine, en agissant. Et maintenant, on serait en droit d'attendre un petit peu mieux dans les urnes. Mais malheureusement, il s'avère que le courant souverainiste a été phagocyté par le Front National, qui s'est fait passer un peu, et les LR également, qui se sont fait passer pour des partis, disons, crypto-souverainistes. Pour réindustrialiser la France, vous avez besoin de protéger vos entreprises. D'accord. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. C'est interdit par l'Union européenne à cause de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. Vous devez faire des appels d'offres. Vous ne pouvez pas diriger la dépense publique vers vos entreprises nationales. C'est aussi interdit. Donc voilà, Marine Le Pen, enfin le Jordan Bardella, donc l'éventuel futur Premier ministre, irait se fracasser directement sur la Cour de justice de l'Union européenne. Mais avant, il irait même se fracasser sur ce Conseil constitutionnel et sur le Conseil d'État. Certaines personnes pensent que donc, si le RN échouait à trouver cette majorité absolue à l'Assemblée, le président Macron pourrait venir à démissionner et à se représenter pour les mois qui viennent. Je pense que si l'Assemblée demeurait instable. Oui, mais je ne crois pas qu'il ait envie de démissionner. Je pense qu'il est très bien à son poste. Je pense que son objectif là est de discréditer le Front National. Donc il va, selon vous, tout faire pour faciliter l'arrivée du RN à Matignon. Il a tout à y gagner. D'accord. Je pense qu'il a tout à y gagner pour pouvoir revenir en 2032. Vous pensez que le président Macron tend en effet un piège au RN? Oui, c'est un piège, oui. Il sait très bien qu'en 3 ans, sans une préparation préalable, il n'y a pas la moindre... S'il leur venait l'idée saugrenue d'appliquer la moindre des mesures qui ont été évoquées hier, eh bien, ce serait une catastrophe immédiate. En tant qu'entité juridique, l'Union européenne a été créée par Jean Monnet dans un unique objectif: détruire les États-nations et les dissoudre dans une entité supranationale. Alors Jean Monnet a réellement affirmé ce que vous êtes en train... Oui. Ouais. C'est le but. Il estimait que l'existence même des États-nations était source de guerre. D'accord. Donc, comment c'est ce que nous a raconté Mitterrand quand il est allé devant le Parlement européen. Le nationalisme, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. C'est l'Europe ou la guerre. C'est ça. Et donc, par conséquent, il n'y a aucune chance que ça puisse aboutir. Vous ne pouvez pas discuter avec une entité dont la raison d'être est de vous détruire. Pas de discussion possible. En plus, la renégociation à renégocier avec quels alliés à l'intérieur de l'Union européenne, étant donné que les traités sont renégociables à l'unanimité, pour l'instant. Donc vous avez toute une partie des pays européens pour qui l'Europe, elle est très très bien, elle est parfaite. Si vous prenez par exemple les derniers entrants comme le groupe de Visegrad, c'est-à-dire Pologne, République tchèque, Hongrie et Slovaquie, qui touchent chaque année plusieurs points de PIB de fonds structurels européens directement des contribuables français et allemands, ils n'ont aucune envie de restructurer, de changer les règles. Oui, la France est contributeur net à hauteur de 12 milliards d'euros au moins depuis le Brexit. Oui, et en augmentation constante. Oui. En augmentation constante. Et puisque en plus il est question d'intégrer de nouveaux pays dans les années qui l'Europe viennent. à 36, et c'est pas les plus prospères. La Turquie est également sur la voie de l'intégration européenne. Enfin, le processus n'est pas cassé. Le Kosovo, j'ai vu des Bosnie-Herzégovine, qui n'est même pas vraiment un pays. Non, ça va coûter très cher. Donc ces pays-là n'ont pas d'intérêt à renégocier les traités. Après, vous avez l'Allemagne. L'Allemagne, pour l'instant, ça lui permet d'exporter. Donc elle n'a pas non plus l'intérêt à restructurer.
Donc je ne vois pas quels alliés la France pourrait trouver pour une renégociation. Alors vous dites aussi que l'UE a placé la France dans un état de dépendance économique vis-à-vis du reste du monde. Oui, c'est-à-dire que nous avons perdu quelque chose comme 2,5 millions d'emplois industriels, au moins 2,5 millions d'emplois industriels depuis que nous avons intégré la zone euro. Donc ça nous entraîne dans une spirale infernale, une espèce de vortex de chômage, de dette et d'inflation. Et de misère, et de misère sociale. Moi, je regardais le PIB de l'industrie, la part la part de l'industrie dans le PIB français, c'était 19% en 72, on est aujourd'hui à 9%. 9%, et en baisse. Ouais. En baisse constante. C'est-à-dire que la désindustrialisation se poursuit. Contrairement à ce que monsieur le maire veut nous faire croire. Et en fait, on assiste même pire que ça à une tiers-mondisation de l'économie française.